Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Télésud. Merci d'être avec nous sur l'entretien du jour, dans l'entretien du jour. Et aujourd'hui, nous recevons quelqu'un qui est journaliste et qui a décidé de se lancer dans un ouvrage qui s'intitule « Aller-retour seul » aux éditions Edilivre. Et il s'appelle Monsieur Ibrahima Ati. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors vous avez décidé de vous lancer dans l'écriture. Pour quelle raison? Décidé, bon, ce sont les circonstances qui ont fait que je l'ai décidé. Je peux vous... Qu'est-ce qui vous a poussé alors? C'est quoi ces circonstances qui vous ont poussé à vous retrouver à écrire un ouvrage qui est celui-là? Parce que je suis dans l'immersion, comme dans le métier, dans le journalisme, le fait de rester dans un territoire donné, voilà, rencontrer des gens, poser des questions, enquêter. Et puis voilà, c'est le fruit de mes enquêtes. Et puis bon, il y a 3 anecdotes, si je puis me permettre de les citer. Vous êtes originaire de Beauvais? De Beauvais, oui. Je suis picard d'adoption. Picard d'adoption? Oui. D'accord. Et vous dites d'une culture à l'autre, pour quelle raison? D'une culture à l'autre, ça c'est pas moi qui l'ai écrit, ça c'est le journal Picard qui l'a fait. Culture à l'autre, bon peut-être c'est le titre qu'ils ont choisi. Bon, c'est vrai que je suis aussi le fruit d'un brassage culturel, parce que moi personnellement je suis à la fois sénégalo, mauritanien, français, voilà, je sais plus. Et africain. Je suis africain, je suis citoyen du monde, voilà. Citoyen du monde. Dites-moi, on va parler parce que votre ouvrage, il traite essentiellement de l'immigration. Quand on lit juste au dos de votre ouvrage, c'est-à-dire là, alors vous plantez assez bien le décor. Vous dites traditionnellement dans les familles immigrées, les hommes ont souvent le dernier mot. Tout à fait. C'est pas un peu macho de dire ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, dans la vie, je ne dis pas dans le livre ce que je pense vraiment, parce que dans la vraie, je sais bien. Dans la vraie vie, c'est romancé. Je suis un gentleman, voilà, qui respecte beaucoup les femmes. Mais effectivement, traditionnellement, bon, ce sont des sociétés patriarcales. Ouais. Alors que lorsqu'ils viennent en France, c'est vrai que maintenant. Vous pensez pas, vous n'avez pas le sentiment qu'aujourd'hui, y compris chez nous en France ou en Afrique, la tendance est en train de s'inverser là justement. C'est plutôt les femmes justement aujourd'hui qui ont le pouvoir de plus en plus. Mais c'est ce que je raconte dans cette l'histoire. Voilà, ouais. C'est pour ça que je vous pose la question. Sauf que des fois, c'est que ça se passe, voilà, pas d'une belle manière, quoi. Ouais. Alors parlons-en justement, pas d'une belle manière. Dans votre ouvrage, Aller-retour seul, il y a plusieurs passages moi qui m'ont interpellé. On va en parler justement ici sur ce plateau. Dans l'entretien du jour, vous dites Pathé, d'accord? Pathé qui est un des personnages clés de votre ouvrage, avait quitté tôt son village situé sur les rives du fleuve Sénégal. Il a roulé sa bosse en Afrique. Vous dites que ces voyages lui avaient permis de faire des rencontres, de développer une attitude à s'adapter dans un environnement difficile, d'être patient et d'acquérir une grande ouverture d'esprit. Mais attention, à son arrivée en France, contrairement à ce qu'il cherchait tout de suite du travail, sa première préoccupation avait été de renforcer ses acquis de la langue. Pour quelle raison? Justement, Vous pensez qu'aujourd'hui, quand on décide d'immigrer comme ça, de quitter le pays, de tout, de se barrer, on n'est pas soucieux d'aller trouver du travail? Non, on est soucieux d'aller, vous pensez vraiment, de renforcer sa langue ou alors d'enrichir sa langue? C'est ça le souci de beaucoup d'Africains, en tout cas la génération passée. C'est que même certains qui viennent maintenant, lorsqu'ils viennent, ils cherchent automatiquement ils veulent avoir du travail tout de suite, quoi. Moi, je crois que c'est une mauvaise démarche. Parce que c'est une nécessité. Si, c'est une nécessité. Mais Ibrahima Ati, c'est une nécessité. Je veux dire, quand on vient dans un pays où on n'a pas forcément la maîtrise de la langue, votre premier réflexe, c'est quoi? C'est d'aller chercher du travail. Non, pas du tout. On peut aller aussi chercher à apprendre le français. Mais les gens ne cherchent pas à apprendre le français. Or, effectivement, la maîtrise de la langue, pour moi, la fonction première d'une langue, c'est la communication, mais ça va au-delà. Parce que n'importe quel peuple met dans sa langue, pour résumer, son passé, son présent et son avenir. Pour comprendre la culture d'un pays, il faut apprendre la langue. C'est ce qui s'est passé avec beaucoup d'Africains. Vous le racontez bien, dans le livre. Parce qu'il ne s'intéresse pas à ce vieux monsieur qui a fait 40 ans en France. Ce qu'il pouvait dire, c'est juste boy sourd, en français tronqué, boy sourd, boy soir et au revoir. Vous le regrettez? C'est regrettable. Oui. Parce que comment peut-il... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre comme message? J'ai l'impression que vous êtes en train de dénoncer quelque chose. Dénoncer... Donc les gens, évidemment, ils n'ont pas... ce que vous êtes en train de nous dire, vous êtes en train d'intellectualiser un peu la chose. Ce que je peux comprendre, je vous comprends parfaitement. Mais en même temps, reconnaissez-le, s'il vous plaît, monsieur Ibrahima Ati. Vous pensez vraiment que c'est la source principale
le souci principal de se dire je vais aller d'abord me doter d'une langue, Non, de ce bagage? Non, c'est pas ça. C'est pas ce que je veux. Non. Puisqu'ils sont venus dans une société, ils vivent ici, ce que je dis, pour s'intégrer, la première démarche à faire, c'est apprendre la langue. Est-ce que l'intégration forcément passe par la langue? Non, mais en tout cas, pour moi, on ne peut pas s'intégrer sans connaître la langue. Parce que la langue, c'est le vecteur d'une civilisation. Je vous donne un exemple. Parce que, bon, on parle toujours des problèmes d'éducation au niveau des jeunes des banlieues. Parce que dans beaucoup de cas, en tout cas dans ces familles-là, il y a des parents qui sont venus d'Afrique ou bien d'ailleurs, qui parlent, qui ne maîtrisent pas vraiment français. Certains appartiennent à la quatrième génération. Justement. Monsieur Ibrahima Ati. D'accord, mais ce dont je parle sont des gens qui sont venus dans les années 70. Comment peuvent-ils éduquer des enfants avec lesquels ils ne se comprennent pas? Parce qu'ils parlent dans la langue du pays. Les gamins parlent français. Mais comment peut-on éduquer une personne avec laquelle on ne se comprend pas? Ce sont leurs enfants, mais ils deviennent des étrangers parce qu'ils ne peuvent pas communiquer. La communication. Et c'est par la communication qu'on transmet effectivement certaines valeurs. Est-ce que selon vous, Ibrahima Ati, selon vous, est-ce qu'il faut écarter la langue, évidemment, qui vous appartient? Vous faisiez référence tout à l'heure au pays du Sénégal. Est-ce que cette langue, lorsqu'on décide d'émigrer, de quitter, de se barrer, de quitter et d'aller vers d'autres horizons, est-ce que vous pensez que cette langue qu'on transporte, qui est votre richesse culturelle, est-ce qu'on doit totalement l'ignorer, l'abandonner? Pas du tout. Pas du tout. Bon, je ne sais pas les gens. Bon, moi, je parle Wolof, par exemple, la langue la plus parlée au Sénégal. Je suis Peul, je parle Peul. Ben, je parle aussi Hassani à Mauritanie. Je comprends l'arabe el Foussa, je comprends l'arabe clair donc, plus que les Arabes eux-mêmes. Donc, pour moi, ça ne me pose aucun problème. Mais c'est un enrichissement. Lorsqu'on vient dans un pays, c'est une richesse. Il faut apprendre la langue du pays. Alors, il y a quelque chose de très réel. C'est encore une réalité aujourd'hui chez nous en France. Vous dites, à son arrivée en France, c'est un autre chapitre, hein, plus loin. Tout à fait. À ceux qui cherchaient tout de suite du travail, sa première préoccupation, pardon, donc ça je l'ai dit, et vous dites avant de s'installer en Provence, Pathé habitait à Paris dans un foyer où jeunes et vieux s'entassaient dans des chambres exiguës. Dans la sienne, ils étaient 10 à occuper 2 rangées de lits superposés. Et le soir d'ailleurs, c'est vrai, ce nombre doublait puisque des gens dormaient dans l'espace entre les lits. Une personne se mettait sur une table et une autre sous le lavabo. Il ne restait aucun mètre de libre dans la petite chambre et c'était le cas partout dans le foyer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le cas. Est-ce qu'on peut dénoncer tous ces foyers aujourd'hui où s'abritent tous ces jeunes gens qui décidaient de quitter leur pays et dans l'espoir de trouver, évidemment, du travail et fonder une famille? Il faut le regretter parce qu'il faut dire que la France, quand même, n'a pas trop réussi l'intégration des gens qui sont arrivés, en tout cas, depuis quelques années. Parce qu'il y a cette marginalisation déjà géographique. Parce que si vous voyez en France, la plupart des gens qui sont immigrés, ils habitent dans les quartiers, ce qu'on appelle dans les cités. Mais ma question va être encore plus simple, Monsieur Ibrahima Ati. En gros, vous êtes en train d'illustrer à travers dans votre ouvrage, évidemment, ces conditions que vous dénoncez. Je trouve bien, hein, c'est romancé, mais vous en parlez quand même. Est-ce que ça vaut le coup de quitter son pays pour trouver ces conditions-là? Tout à fait, ça, disons, ça ne vaut pas le coup, mais voilà, tous les immigrés qui viennent ici, en général, ils sont pleins d'espoir. Ils croient toujours que voilà, s'ils viennent en France, c'est un Eldorado, c'est meilleur. C'est parce que chez eux, c'est pire. On peut chez tout. Maintenant, ils font un choix, hein, quoi qu'il en soit. Vous savez, les Africains, ce sont des gens aussi qui ont une forte pression sociale. Les gens ne s'occupent pas tout simplement de leur petite famille. Il y a des oncles, il y a des tantes, il y a des parents tout proches. Tout le monde dépend de vous. Je parle de cette pression sociale, quoi. Il faut envoyer de l'argent tout le temps. Vous le dites, c'est vrai, j'ai noté. Il y a plein de sujets dans ce livre-là. C'est un cocktail, franchement. C'est pour ça, c'est pour ça que ça m'a intéressé. Voilà. Et je tenais absolument à ce que vous veniez ici en parler. Et c'est vrai que ces conditions, par exemple, vous dites envoyer de l'argent à ses proches est un rituel obligatoire. Mais c'est l'impôt. C'est l'impôt, je l'appelle. Ils se sentent obligés tout à fait, ils sont obligés d'envoyer de l'argent. Ils sont obligés culturellement parce que dans ces pays déjà, ce sont des pays pauvres. Pourquoi quelque part, je vous pose la question, quelque part, est-ce que ça reflète la réussite aussi, leur réussite en France? Parce que c'est culturellement les gens, il y a une solidarité quand même qui est importante et puis c'est pas tout à fait négatif. Par exemple, un Africain ici, c'est que même s'il a un problème au niveau du boulot, ou bien en tout cas qu'il ne trouve pas du travail, ou il a perdu son toit, qu'il n'a plus d'argent, c'est très rare de voir un Africain SDF.
Pourquoi? Parce que les Complètement. pays Parce que de vie sont très difficiles au pays. Non, c'est pas ça. Parce qu'il y a la solidarité. Il y a toujours un ami qui va le recueillir. En français, tu divorces, tu perds ton boulot, tout ça, tu peux le retrouver dans la rue. Combien d'élèves africains vous avez vus? Dites-moi. Très Il n'y en a peu, pas beaucoup. c'est vrai. Voilà, parce qu'il y a une solidarité. Voire pas du tout. Voilà. Vous avez raison. Mais sauf que cette solidarité, il a une face aussi qui est un petit peu regrettable. Il y a trop de pression. Les gens travaillent tout le temps. J'en parle dans le livre, il y a une dépendance sans fin, en fait. Voilà quoi. Il y a certains qui envoient tout le temps, et puis les familles, malheureusement, n'utilisent pas cet argent à bon escient. Toujours. Pas toujours. Vous parlez aussi de polygamie. Bah oui, tout à fait. Ça vous fait sourire, pourquoi? Mais parce que voilà, c'est un sujet actuel, quoi. C'est un sujet actuel, ça fait partie non seulement de la culture et puis aussi de la religion. C'est pour ça que j'ai adoré ce bouquin. Vraiment, il est très bien parce que il y a un petit peu de tout. vous abordez dans votre aller-retour seul. Pourquoi d'ailleurs? Ah ben justement. Pourquoi ce titre? Pourquoi ce choix? C'est une anecdote. Déjà, l'écriture du livre, bon, je voulais l'aborder dès le début. Il y a 3 anecdotes qui m'ont poussé à l'écrire. Parce qu'il y a des situations qui sont vraies, hein, parce que celle-ci... Vous abordez tous les traits de la société. Tout à fait. Parce qu'il y a un vieux qui est venu dans mon bureau déjà, je me rappelle, ça fait un moment. Déjà, il m'a dit qu'Ibrahim, est-ce que vous avez fondé une famille? Je dis non. Il dit qu'en tout cas, si vous voulez fonder une famille, évitez de ramener une fille de chez nous. J'ai dit, c'est quoi cette histoire-là, voilà. Déjà, je suis journaliste, donc déjà, ça m'a un petit peu... J'ai voulu en savoir plus, pourquoi. Et une autre fois, une autre personne vient, c'est pas la même personne. Bon, elle m'a raconté, c'est un vieux, hein, il m'a raconté une conversation qu'il a eue avec l'un de ses amis. Il a dit à ses amis, bon, si on ne fait pas attention, on risque de rentrer comme nous étions venus, seuls avec nos bagages. Parce que les femmes ne veulent pas rentrer. Et là, je me suis fait ça pour Donc le choix du titre est justifié. Oui, tout à fait. Vous venez de nous inciter. Voilà. Je reviens sur le sujet de la polygamie. Vous savez pourquoi? Parce que vous dites, même en Occident, tout à fait. beaucoup adoptent une forme de polygamie qui est assez déguisée. Les maîtresses. Et c'est vrai, il faut laisser le reconnaître. En ayant par exemple des maîtresses ou d'autres formes de relations extra-conjugales. Tout à fait. Tout à fait. J'ai le sentiment qu'à travers ce chapitre-là, vous n'ayez pas tout à fait fini votre pensée. Ouais, ben... Pour quelle raison? Moi, j'ai eu cette frustration. J'ai eu ce sentiment que vous vouliez aborder la polygamie sans aller jusqu'au bout. Oui. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Ibrahim Ahati? Je ne voulais pas centrer l'ouvrage autour de la polygamie, mais juste montrer effectivement ce souci. Bah, quand même, dans ce chapitre, vous voyez, c'est ces 2 femmes qui se battent quand même. Voilà, donc j'ai quand même un petit peu montré les difficultés d'un polygame. Voilà. Même s'il y a un des personnages qui dit « Mais il est interdit d'avoir plusieurs épouses ici. » Oui, tout à fait, en France. Comme vous dites ici, c'est en Occident, en France. Oui, en Occident. Et l'autre lui dit, bah, de toute façon, pourtant, je vous pose la question, et ce sera ma dernière question, monsieur Ibrahima Ahati. En France, vous le savez, la polygamie continue. Ah, bien sûr, elle est présente. Ah, mais il faut finir l'ouvrage, parce que le monsieur dit mais l'ouvrage, moi, je l'ai lu entièrement. Non, parce que le monsieur, il dit qu'effectivement, tout le monde sait, puisque nous vivons dans un ghetto, les gens sont polygames. Soit les autorités françaises ferment les yeux, soit ils ne savent pas ce qui se passe. Voilà. Tout le monde sait qu'ils savent ce qui se passe. Vous, quelle est votre position aujourd'hui concernant la polygamie en France? Bon, que ce soit en France ou ailleurs, je ne suis pas pour, quoi. Je ne suis pas pour. Pour quelle raison? Ah bon, ça va causer des soucis, de trucs, et puis voilà, quoi. On peut aimer qu'une seule personne, quoi. Peut-être que je suis trop romantique pour ça, voilà. Ce sera le mot de la fin, vous êtes trop romantique pour ça. En tout cas, un ouvrage que je vous conseille à celles et ceux qui nous regardent, il est incroyable. Incroyable, pourquoi? Parce que c'est son premier, et puis surtout, il parle de tous les traits de notre société ici, je dirais même un pont entre l'Afrique et la France. Et il y a aussi la crise d'identité des jeunes. Et la crise d'identité des jeunes, absolument. Pas eu le temps de ah oui, mais en 13 minutes, on ne peut pas tout aborder. Moi, il y a des sujets qui ont retenu mon attention, effectivement. Allez-retour seul, allez vous le procurer aux éditions Eddy Livre. Merci Ibrahima Ahati. Merci. Merci, à très bientôt. On se retrouve demain avec un autre invité, ici même, sur Télésud. Restez fidèles sur Télésud. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.